Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 25 juillet 2021. C'est une journée particulière. Pourquoi? Parce que nous nous rendons quelque part. C'est un jour où l'ancien Yohan va mourir et le nouveau va naître. Amen en arrière. Amen. C'est un événement spécial pour moi. Les écluses vont s'ouvrir. Les écluses de cieux vont s'ouvrir. Aujourd'hui, juste pour Amen. Sur base de ta confession de foi, Yohan, et devant l'Église et devant Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV, c'est moi Yohan, ceci est mon histoire. Je suis d'origine gabonaise, ça se trouve au centre-ouest de l'Afrique centrale. J'ai toujours vécu là-bas de ma naissance jusqu'à mes, on va dire, 11-12 ans. Je suis une personne de nature tranquille. En fait, quand je suis à l'aise avec une personne, je me mets à me défouler, un peu m'ouvrir, mais d'habitude je suis un petit peu réservé, je dirais. Pour mon enfance, j'ai eu une enfance heureuse, je peux dire. D'abord, je viens d'une famille assez nombreuse, on est quand même 5 enfants. Pour me situer, j'ai une petite sœur, une grande sœur et 2 grands frères. J'étais dans une famille croyante, donc j'allais dans une église chrétienne. Et puis j'ai été dans l'école du dimanche. En 2011, avec toute la famille au complet, on déménage au Canada. Arrivé ici à Québec, je me suis, on va dire, enrôlé dans les cadets, l'escadron 629 Kiwani-Sillery. J'ai appris, c'était quoi la base des cadets? J'ai appris de l'aviation, j'ai appris la drill, hein. Ce qu'on appelle la drill, c'est la marche militaire. J'ai appris plein de choses dans le fond dans les cadets. Mon meilleur souvenir de cette expérience, c'est à l'âge de mes 18 ans quand on a fait la dernière parade pas de souvenirs, mais la dernière parade annuelle des cadets. J'ai eu toutes mes récompenses qui ont été méritées, mes médailles de service. Pour résumer tout ça, en fait, je suis une personne très active et puis j'étais aussi dans un camp de sport qui montre encore à quel point j'aimais vraiment beaucoup le sport. Je bougeais beaucoup. On peut dire que ma routine en fait au Canada après tout ça, c'était école, maison, cadet et puis ça dépendait des jours aussi. Je faisais école, maison, activité sportive qui est le soccer. Et puis des fois aussi ça dépendait école, maison, travail, ensuite activité sportive. En tout cas, j'étais vraiment... Tout a commencé en 2016. C'est parti de l'urine en fait. J'avais remarqué qu'après un moment, mon urine était de couleur rouge. Et puis ça m'inquiétait parce que je pensais que c'était du sang. Mais ça me faisait pas mal. Donc j'avais demandé à ma grande sœur de venir voir en fait. On ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait aller à l'hôpital ou il fallait attendre que ça passe, boire de l'eau, ensuite on verra quoi. Donc on a décidé de laisser passer et puis de voir comment ça va se passer. Un jour, je me rendais à l'école et puis en classe d'éthique, je me souviens, vers la fin du cours, je commençais à avoir une douleur au niveau du ventre, du côté gauche en plus. Je me suis dit, oh, c'est peut-être un mal de ventre qui va peut-être m'amener aux toilettes pour faire... ouais. Ensuite, plus le temps passait, plus la douleur augmentait. Et puis là, j'avais vraiment mal. Heureusement, la fin du cours est arrivée, mais c'était
l'avant-midi, donc il y avait encore des cours pour l'après-midi, mais j'ai décidé que non, je pouvais pas endurer cette douleur, je veux aller à la maison. Une chance, ma mère était là, donc elle m'a ouvert. Et puis elle m'a demandé qu'est-ce que tu fais là, t'es pas supposé être à l'école? J'ai dit oui, je suis supposé être à l'école, mais j'avais vraiment mal, puis je pouvais pas assister au cours de l'après-midi. Et puis elle a vraiment vu que j'étais vraiment courbé, puis j'avais vraiment mal. Elle m'a dit ok, allonge-toi et puis je vais te donner un verre d'eau. J'ai pris le verre d'eau, je me suis allongé, mais la douleur ne voulait pas passer. Et puis elle a vu que j'avais vraiment mal. Elle m'a directement ok, on va à l'hôpital le plus proche. On est allé à l'hôpital Chevaux, rendu là-bas. On a été vite reçus parce qu'ils pensaient que c'était un truc assez grave. Et puis justement, oui, c'était un truc assez grave parce que après les tests qu'ils ont faits, ils ont vu que j'avais un appendicite. Il fallait que je me fasse opérer directement. Eux, à l'hôpital Chevaux, ils ne faisaient pas ce genre d'opération, donc il fallait me transférer au CHUL directement. Donc, rendu au CHUL, je n'avais jamais été dans un hôpital pour des opérations, dans le fond. J'ai été à l'hôpital peut-être pour des vaccins, j'ai été à l'hôpital peut-être pour des prises de sang, mais jamais j'ai été hospitalisé pour quoi que ce soit, quoi. Et puis tout d'un coup, boum, il faut que je me fasse opérer d'urgence. J'ai même pas le temps de comprendre, j'ai pas le temps d'analyser la situation. Ça se passait pap. Ils ont retiré l'appendice et je me réveille dans la chambre de l'hôpital. Et puis il y a ma mère avec la famille qui était présente. Il y avait des docteurs qui commençaient à venir se présenter, ils faisaient des défilés dans le sens que à chaque fois il y avait un nouveau docteur qui vient se présenter. Salut, je suis tel, je fais telle fonction. Moi je ne comprenais pas pourquoi il venait. Je faisais juste dire ok, d'accord, pas de problème. Moi je voulais rentrer à la maison, recommencer mes activités tranquille et puis continuer ma vie, quoi. Mais après ça, ils ont dit à ma mère que j'avais une tache au niveau du rein. Et puis une tache, on savait pas c'était quoi. Et au départ, les médecins ils pensaient que c'était un kyste que j'avais au rein. Finalement, après mon opération d'appendice, ils ont fait encore d'autres examens, des radios, pour voir c'était quoi exactement que j'avais au niveau du rein. Et puis au final, ils nous ont rappelé 3 semaines plus tard pour faire une autre opération parce que le kyste entre guillemets, était placé d'une façon dangereuse, donc il fallait l'enlever. Donc j'ai encore passé par une autre opération en moins d'1 mois. À mon réveil, ils me disent qu'ils ont enlevé tout le rein au complet parce que le kyste entre guillemets était placé à une place qu'on ne pouvait pas juste retirer la masse. Il fallait donc retirer le rein au complet. Ensuite, j'ai encore dû attendre 3 semaines parce qu'ils ont dû analyser c'était quoi cette masse. Et puis 3 semaines plus tard, j'ai un rendez-vous avec le chirurgien. J'étais en salle d'attente et puis le chirurgien vient me voir. Et finalement, ma mère était allée faire quelques petites courses parce que c'était un petit peu long l'attente. Donc ils m'ont dit, oh, ben, t'as 17 ans, t'es assez grand pour prendre les résultats de la chirurgie. J'ai dit oui, d'accord, pas de problème. Là, ils me font m'asseoir dans une salle. Puis là, son assistance commence à me parler, demander comment je vais. Puis là, moi, je réponds tranquille, pas de problème. Ensuite, la chirurgienne vient et puis elle commence à parler. Puis je ne sais pas de quoi elle me parlait. Je voulais qu'elle me dise c'est quoi le résultat, quoi. Et puis finalement, elle m'annonce que la masse qu'il y avait sur mon rein, c'est un cancer. Et puis au moment où elle a dit ça, je me souviens, ma tête, j'étais plus là en fait. J'étais vraiment plus là. Puis là, ça parlait, j'entendais pas ce qu'elle me disait. Moi, dans ma tête, j'avais juste cancer. Et puis j'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe pour une personne sportive comme moi, active comme moi? Comment ça se peut que j'ai un cancer? Donc là, je suis complètement choqué, je ne dis rien. Puis là, elle me demande si je vais bien. Je n'ai même pas répondu.
Ensuite, elle m'a dit « Ok, tu peux partir. On va te redonner un autre rendez-vous dans 2 semaines pour reparler de ça plus en détail. » Et puis après ça, il fallait que je dise à maman c'était quoi en fait les résultats. Et puis finalement, je l'ai dit à ma mère. Et elle non plus, elle n'a pas réagi comme, je sais pas, oh, ou faire des gros jets. Elle a juste fait. Et puis, on ne savait plus quoi dire. On se regardait, puis on ne savait plus quoi dire. Puis j'avais dit qu'il y avait un rendez-vous pour parler de ça en détail. Ensuite, arrivé au rendez-vous, on nous parle qu'il faut faire des traitements de chimiothérapie parce qu'on a retiré la masse, mais on ne sait pas s'il y a des nodules partout qui circulent partout, même après des examens de TEP scan. On ne voit rien, mais il faut quand même passer par la chimiothérapie pour être sûr qu'il ne reste pas des cancers partout dans mon corps. Les choses sont passées tellement vite que j'ai pas vraiment eu le temps de penser à ce que je ressentais parce que c'est passé vite. En un mois, 2 opérations. Ensuite, il fallait aussi que j'aille une autre mini-opération avant la chimiothérapie. Il fallait qu'on m'installe une voie qui va faire entrer la chimiothérapie qui est liquide. Donc, il passe par ma veine de mon bras jusqu'à mon cœur. Ensuite, j'étais conscient de ça, puis j'étais « oh wow ». Donc, je vais encore passer par une autre opération ensuite. Ça va être la grosse étape. Puis, c'était nouveau pour moi, donc j'avais un peu peur de passer par là. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. On m'avait expliqué que ça va me faire perdre les cheveux, ça va me faire ça va me faire ça, ça va me faire perdre du poids, donner des vomissements, toutes ces affaires-là. Puis moi, je voulais pas ça. Je voulais pas ça. Avoir installé ça le 8 novembre 2016, ça a été le début de la première chimiothérapie. C'était des traitements, des gros traitements qui m'ont mis à terre, je pourrais dire. Qui m'ont mis à terre en fait. J'ai perdu des cheveux, j'ai perdu de poids parce que je n'arrivais pas à manger, parce que j'ai eu un dégoût vraiment de la nourriture, j'arrivais pas à manger, ça me faisait vomir, ça me fatiguait comme pas possible. À chaque fois qu'on allait pour vérifier si la formule sanguine était assez haute pour avoir un nouveau traitement, et puis finalement que la formule n'était pas assez haute, ma mère était toujours oh. Elle était, en fait, je sentais qu'elle était déçue, en fait, qu'elle commençait un petit peu désespérée, alors qu'il faut passer par la chimiothérapie pour avoir une chance de guérir. Mais je me souviens l'avoir dit, maman, ce n'est pas grave. Si je ne suis pas en forme aujourd'hui, c'est peut-être une bonne raison. Ça veut dire que je vais mieux récupérer pour que la prochaine étape je sois plus fort pour la prochaine étape, quoi. J'avais différents modes. Tantôt, je me sentais triste parce que je me demandais pourquoi c'est à moi que ça arrive. Comment ça se fait que c'est à moi que ça arrive alors que je suis sportif? Je me posais des questions par rapport à ça. Mais tantôt aussi, je me sentais heureux parce que j'étais très bien entouré. J'étais jamais tout seul. J'étais toujours avec soit mes frères, soit mes soeurs, ou même les deux. Des fois aussi, j'avais des amis qui venaient me voir de temps en temps, quand ils avaient le temps. Pendant ces modes-là, je me suis jamais découragé. J'avais toujours espoir que je battrais cette maladie-là. Le 15 août 2017, c'était le dernier jour de ma chimiothérapie. J'étais vraiment content. Et puis après ça, les médecins nous avaient annoncé la bonne nouvelle qu'il n'y avait plus rien du tout. Et puis tout le monde était content. C'était la rémission. Et puis c'est à ce moment-là que au niveau église, on me parlait plus de Dieu. Et puis j'ai commencé petit à petit à accepter le fait que Dieu était présent. C'est pas juste par ma force,
C'était aussi lui qui m'aidait à passer à travers différentes étapes. À l'âge de mes 18 ans, justement, on a organisé une grande fête où ma mère et la famille avaient une grosse surprise pour moi parce que moi, je suis un fan de foot, comme je l'ai dit au début. Et puis, mon équipe préférée, c'est Manchester United. Et puis, il m'avait fait une surprise, il m'avait offert un gâteau en forme de mini ballon avec le drapeau de Manchester et le logo de Manchester United. J'étais vraiment content. C'était vraiment très bien réussi. C'était le meilleur anniversaire que j'ai eu. J'avais mes amis, il y avait la famille, il y avait le monde de l'église. En fait, j'étais entouré de toutes les personnes que j'aimais. Pendant ma rémission, j'ai essayé de recommencer mes activités petit par petit. Et puis au final, j'ai vu que j'étais capable. Donc, j'avais recommencé l'école, j'avais aussi recommencé à faire du sport, mais aller à mon rythme, quoi. Ne pas trop se forcer parce que ça m'a quand même donné des petites séquelles niveau forme physique, endurance, tout ça. Pendant ma rémission, j'ai eu l'occasion de sortir une musique que j'avais fait avec mon ami qui s'appelle Lupinos, c'est son nom d'artiste. La musique s'intitule Ma vie. Pourquoi j'ai écrit cette musique? En fait, c'était pour raconter en bref ma vie. C'était quoi un petit peu ce que j'ai vécu. Que c'était quand même difficile, mais je n'abandonne pas, quoi. Et puis on remet toujours tout à Dieu. Au début je te connaissais pas. Tu m'as fait connaître une autre partie que je connaissais pas, que j'apprécie pas, que j'aime pas. T'as surgi dans ma vie sans prévenir. T'aurais pu me le dire que je me prépare pour ce jour-ci. Yeah. T'aurais pu me le dire que je me prépare pour ce jour-ci. Surpris, m'appris, j'ai appris de la vie. Surpris, m'appris, seul lui pouvait me guérir. Dieu donne des combats difficiles à ses meilleurs soldats. À eux tout seuls ne le pouvaient pas. Surpris, m'appris, j'ai appris de la vie. Surpris, m'appris, seul lui pouvait me guérir. Dieu donne des combats difficiles à ses meilleurs soldats. À eux tout seuls ne le pouvaient pas. Et puis pendant un rendez-vous de routine, le docteur nous fait encore asseoir et puis il commence à parler, nous raconter un petit peu notre histoire depuis le début, quoi. Et puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis demandé est-ce qu'il y a encore un problème au niveau de ce qui s'était passé. Puis justement oui. Il m'a annoncé en fait que j'ai eu une rechute. Il y a eu des métastases au niveau du poumon gauche. Et puis ils ont dit que c'est vraiment des petits nodules là, mais il faut quand même encore repasser par la chimiothérapie. Et puis aussi, ils ont rajouté la radiothérapie. Donc j'ai dû faire les deux en même temps. Mais d'abord, j'ai dû recommencer la chimiothérapie. Donc le docteur nous a fait recommencer un nouveau traitement. Parce que selon eux, on ne peut pas garder le même traitement parce que si la maladie est revenue, c'est qu'après un certain moment, le traitement n'était plus efficace. Et puis aussi, j'ai oublié de vous le dire au début, le nom du cancer, c'est tumeur desmoplastique à petite cellule ronde. Ce qui veut dire, en bref, un cancer du rein. Et puis, il est de type agressif. Voilà pourquoi, des fois, il peut se calmer, mais il peut revenir tout d'un coup sans prévenir. Voilà pourquoi j'ai dû passer par la chimiothérapie une deuxième fois. Parce qu'il a été agressif et il a décidé de revenir. Pendant qu'il parlait de ma rechute et puis le fait de repasser par la chimiothérapie sur le coup, encore une fois, je n'étais pas là. Je pensais juste encore à tout ce que j'avais vécu, que ce soit les vomissements, perte d'appétit, fatigue,
étourdissement, toutes ces affaires-là, je repensais encore à ça. Il fallait que je revive encore tout ça. J'étais en plus, c'est plus tard que j'étais... Pourquoi encore je dois repasser par là? Je ne comprends pas alors que j'étais en rémission et puis au départ ils avaient dit qu'il n'y avait plus rien et puis d'où ça sort en fait cette métastase qui vient au niveau du poumon. J'étais en colère et puis j'étais triste en même temps parce que je ne comprenais pas comment ça se pouvait que ça revienne au niveau du poumon en fait. Et puis j'ai fini par mettre ces mauvaises pensées de côté et puis je me suis remis encore dans l'état de combattant. Donc je me suis dit, si je l'ai battu une première fois, je peux le battre une deuxième fois. Et cette fois-ci, je ne suis pas tout seul, je suis aussi avec Dieu. Donc j'étais un peu plus motivé pour le deuxième combat et plus armé aussi pour le deuxième combat. Je dois avouer que après 9 mois, je commençais ça à trouver long. C'était vraiment, il y avait des moments où j'ai même pleuré parce que je voulais que ça finisse. C'était des fois un petit peu trop. Mais après ce moment de tristesse, je réussissais toujours à remonter la pente et puis je gardais toujours ma force du début et puis j'avançais. Et puis après cette grosse période-là, j'ai réussi encore une fois à le battre cette fois-ci. Donc on a décidé avec le docteur d'arrêter les traitements, mais le docteur m'avait prévenu aussi que c'était très possible que la maladie revienne parce que c'est un cancer vraiment agressif et puis on dirait qu'il ne veut pas lâcher l'affaire. Puis on s'est dit ok d'accord, on connaît les risques, on va continuer. Donc, on va arrêter les traitements mais je vais continuer ma vie. Et puis retourner à l'école parce que j'avais aussi arrêté l'école pendant cette période-là. Ça durait 3 mois en fait, la période où je me sentais vraiment comme si j'étais en rémission dans le fond. J'avais pas de symptômes, j'avais pas de douleur, j'avais rien dans le fond, comme si j'étais complètement guéri. Mais apparemment, cette maladie, comme elle est agressive depuis le début, elle n'a pas voulu me lâcher. Pas du tout, alors là, pas du tout. Là, j'ai recommencé à avoir une douleur au niveau du genou droit. Et puis là, je priais, j'ai essayé de prendre, comment on dit ça, autorité sur la douleur pour ne pas que ça s'empire, quoi. Parce qu'après cette douleur-là, le médecin me disait que je pouvais être paralysé de la jambe droite parce que ça commençait à s'envahir un petit peu sur le genou. Comment je me suis senti après l'annonce de la deuxième rechute? Je ne sais pas trop comment je me suis senti pour vrai. Je ne savais plus quoi trop penser. Oui, j'ai battu la première fois, oui, je l'ai battu encore la deuxième fois, même si j'en savais qu'il y avait des risques. Mais j'étais confiant pour que ça ne revienne pas, quoi. Mais au final, c'est revenu. Puis là, je ne savais plus trop quoi penser. Puis, encore une fois, on a dû avoir une dure discussion avec le docteur parce qu'il n'y en avait pas un, il y en avait maintenant plusieurs qui venaient me parler de traitement, nouveau traitement qu'ils proposaient parce qu'on a eu le traitement de première ligne, traitement de deuxième ligne et le dernier traitement, c'est vraiment le dernier traitement qu'ils peuvent proposer. Et le docteur m'a expliqué en fait que ce traitement-là, comme il n'est pas commercialisé, il faut le commander, le fabriquer et le commander pour recevoir ça. Et puis sans assurance, comme j'avais déjà 20 ans ou 21 ans, j'avais déjà 21 ans, je devrais plus être nécessairement dans les assurances de ma mère, je devrais être sur mes propres assurances à moi. Donc sans assurance, ça coûtait 4100 $ par mois
Donc on a trouvé ça vraiment cher. Donc il fallait passer par ce traitement très rapidement, mais c'était assez dispendieux pour nous, donc c'était difficile pour nous de payer ça. Et puis après l'annonce de cette nouvelle-là, il y a une campagne de financement qui a été créée sur un GoFundMe pour pouvoir nous aider à payer le médicament. Cette campagne-là aussi est toujours ouverte. Les gens continuent à donner. Puis ça m'aide en fait à pouvoir payer les médicaments. Après l'ouverture de cette campagne, on a pu commencer le nouveau traitement rapidement et puis pouvoir avoir les pilules, parce que en fait le nouveau traitement c'est des petites pilules que je dois prendre tous les jours. C'est un traitement que je prends tous les jours en continu à une heure fixe que je décide moi-même. Elle a changé beaucoup de choses. Ça fait 5 ans que je suis dans ce combat. C'est sûr que j'ai grandi et puis ma mentalité a aussi augmenté, évolué, je peux dire ça comme ça. C'est une grande question. Ça m'a rapporté vraiment plus de force mentalement et puis j'ai toujours gardé la foi aussi. Oui, comme j'avais 17 ans au début de cette maladie-là, j'ai eu droit à un organisme qui s'appelle le Camp, un organisme qui vient en aide aux familles qui ont des enfants malades. Ils offrent des activités, ils offrent aussi des séances de massage. Ils t'offrent vraiment du bonheur pour que tu mettes un petit peu la maladie de côté. Genre, tu n'es pas juste focalisé sur la maladie. Il faut que tu vives aussi quand même ta vie malgré le fait que tu es malade, quoi. Donc, ils sont là pour vraiment te changer les idées. Et puis, c'est comme une deuxième famille, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils sont vraiment très cool, le Camp. Un autre organisme qui est venu nous aborder, qui s'appelle Rêve d'enfant. En fait, eux, comme ça le dit, rêve d'enfant. Ils sont là pour réaliser un rêve que tu as toujours voulu avoir. Demander d'aller à Dubaï. Puis je les ai demandés et ils ont dit oui, on va t'envoyer à Dubaï. Comme ça, j'étais oh waouh, d'accord. Vraiment, c'est un très bel organisme aussi qui a aidé à réaliser mon rêve d'enfant, justement. C'est sûr qu'il y a des peurs dans ce truc-là. Tu penses au pire qui peut arriver, mais de base, je peux dire comme je suis une personne souriante, active. Je peux dire que je suis comme ça, donc me faire perdre ça, c'est un peu difficile malgré cette grosse maladie qui est quand même assez difficile. Me faire perdre ça, c'est quand même difficile. Qu'est-ce qui me fait garder la foi? C'est une grosse question. Je ne sais pas comment je pourrais répondre à cette question-là parce que je pourrais essayer de dire je crois en Dieu. Dieu m'apporte un autre soutien moral. Je fais des prières et puis des fois il m'écoute. Il me redonne force de plus, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il me donne une force de plus qui m'aide à passer à travers cette épreuve-là parce que je dois avouer que des fois, quand je suis tout seul dans ma chambre, je me remets en question, oh, pourquoi je suis encore là? Comment ça se fait que je suis encore là? Alors que j'ai connu mes amis qui, eux, après un certain moment, malheureusement, ils n'ont pas pu tenir et puis ils sont partis.
Moi, ça fait 5 ans maintenant. Si je suis là, c'est que il y a une raison, quoi. Ça va m'apporter une force morale, puis une autre force pour pouvoir passer au travers des autres épreuves de ma vie, quoi. Qu'est-ce qui me fait vraiment espérer En fait, ta force se trouve dans le fait que tu ne penses même pas. Ouais, je pourrais dire ça. Tu n'accordes pas plus d'importance à cette maladie. Tu vis. Exactement. Je vis et puis j'ai pas vraiment... En fait, tu vis. C'est incroyable. Ouais. Je vis, quoi. C'est sûr que ça peut arriver de temps en temps que je me plains, mais ça dure pas longtemps. Il y a toujours quelque chose qui me fait revenir à mon attitude de base. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a toujours quelque chose qui fait me revenir à mon attitude de base qui est souriant. Et puis, c'est énorme. C'est ça. En fait. Oui, c'était pour moi, c'était important. J'ai eu mon témoignage qui disait que j'hésitais au début parce que je savais que c'était quand même une grosse responsabilité de se baptiser. Mais aussi, je me baptisais devant l'Église, devant les hommes, devant Dieu et devant Satan. Et puis, quand il disait ça aussi, ça me faisait peur parce que oui, Dieu est là pour moi, mais l'ennemi aussi ne se repose pas, il va toujours essayer de m'attaquer. Que ce soit dans les affaires de l'hôpital, que ce soit sur mon corps physique, ces affaires-là. Là. Donc, il y avait ce côté-là, mais je voulais aussi avoir, je peux le dire comme ça, avoir un contrat signé avec Dieu pour dire que je suis ton fils et puis ton serviteur, quoi. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi aussi de me faire baptiser. Oui. J'essaie de ne pas trop y penser, comme dans ma chanson, on y pense partout, ça te cause du tort. Parce que je sais que si je commence à y penser fort, là, je ne serai plus bien. Et puis il n'y a pas de raison de penser parce que tu es déjà guéri. Exactement. Amen. Amen. Message à travers mon épreuve. Je ne me suis pas préparé à cette question-là, je ne sais pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis ça vous apprend un peu plus sur moi. Donc un petit mot pour les personnes qui m'écoutent et puis qui passent par des situations un petit peu difficiles. Ce que je pourrais dire par rapport aux situations que vous vivez, il ne faut jamais baisser les bras. Ça, vous allez l'entendre partout, il ne faut jamais baisser les bras. C'est pareil pour n'importe quelle... C'est pareil pour n'importe quelle épreuve que vous allez traverser. Il faut toujours garder espoir que vous allez finir par y arriver. Dieu donne les combats difficiles aux meilleurs soldats. Ne pas oublier que si tu passes à travers cette épreuve, c'est que tu en es capable. Tu vas pouvoir la traverser, passer à travers. Donc voilà. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui m'entouraient, tous les organismes aussi. Le camp, remercier le camp vraiment. On peut dire que c'est une deuxième famille. Ils apportent vraiment beaucoup. Aussi remercier le rêve d'enfant qui a pu réaliser l'un de mes gros rêves. J'ai toujours voulu aller à Dubaï. Je les remercie, eux, parce qu'ils ont réalisé ce rêve-là. Je remercie aussi toutes les personnes qui prient pour moi, l'Église, parce que j'ai vraiment remarqué, en fait, il y a une grosse communauté qui prie pour moi. Et puis je trouve ça vraiment waouh. Donc je vous remercie. Remercie aussi ma famille, ça c'est très important. La famille c'est important. Je remercie vraiment. En plus je suis très bien entouré de 2 frères, 2 sœurs. Et puis une belle maman et puis un papa qui est au Gabon, mais je le remercie. Remercie aussi Wawa TV de m'avoir permis de pouvoir vous raconter mon histoire. Je remercie aussi Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour le souffle de vie.
pour la protection. À toutes les personnes aussi que j'ai rencontrées, en fait les enfants que j'ai rencontrés dans cette maladie, je vous remercie aussi parce que vous avez apporté un plus dans ma vie. Et voilà.